Mais au-delà du mot chance, je me suis rendu compte en lisant ton livre qu'il y avait qu'il y avait un état d'esprit pour la chance, c'est-à-dire la résilience, le courage, le lien à l'humain, comme tu disais, qui sont finalement importants pour avoir ce facteur chance. C'est ça, et quand tu dis le courage, en fait le courage c'est quoi? C'est une bonne gestion du risque. Et une bonne gestion du risque c'est quoi? C'est une bonne gestion de la peur, de nos angoisses. Et donc là on parle d'intelligence émotionnelle. Et c'est vrai que tu as des personnes qui sont douées, alors moi je m'intéresse à cette forme d'intelligence là, donc on a même écrit des papiers, on est les premiers au monde avec mes équipes à avoir publié un papier qui est un test, qui valide un test de mesure, un test de performance, de mesure de l'intelligence émotionnelle, alors qui est spécifiquement dédié à des managers et dirigeants. Parce qu'avant, c'était plutôt généraliste, etc. Et là, tu fais ce test, c'est pas auto-évaluatif et tout, hein. C'est comme quand tu fais un test de logique, tu as des logiques émotionnelles, tu sais ou tu sais pas. Ce qu'on sait, c'est que les personnes qui ont un haut niveau d'intelligence émotionnelle sont des personnes qui arrivent plus facilement à gérer le risque, à gérer le stress, à gérer la peur, et donc sont des personnes qui prennent des risques modérés dans leur vie. Et si tu prends des risques modérés, bah, tu es capable de prendre des décisions. Et le grand mal du siècle pour moi aussi, c'est qu'on ne prend pas assez de décisions dans nos vies. On devrait prendre beaucoup plus de décisions, sauf qu'on ne le fait pas. Soit parce qu'on a peur, et on se laisse dominer par cette peur, on ne l'apprivoise pas. Soit parce qu'on est dans un espèce de petit confort, un petit train-train, c'est très ouaté, c'est très cotonneux, c'est très toi t'es bien, c'est confortable et tu bouges pas de cette condition-là. Mais l'espèce humaine, et même toi, pour te développer, il faut que tu bouges un moment. On a un organe qui est spécifiquement conçu pour ça, c'est notre cerveau. Notre cerveau, il n'est pas habitué à la routine. C'est pas son dada, c'est pas son kiff, la routine. Lui, il est là pour gérer la surprise, pour gérer l'imprévu, etc. Et donc, en fait, on le nourrit pas assez, cet organe-là. Et si tu le nourris pas assez, alors qu'il est dédié à l'adaptation, hein, parce que tout ce que je te dis, c'est de l'adaptation, c'est très darwinien. Si tu le nourris pas, si tu délègues tout dans des apps, dans des machins, on compte plus, on a la calculette, on a une app pour à peu près tout. Tu peux commander un mec ou une nana sur ton app, tu peux commander une pizza, tu peux commander... Et donc on délègue trop, et ben derrière, cet organe-là, à force d'être sous-utilisé, ben il rouille. La mécanique s'enraye. Et le moment dans ta vie où tu en auras besoin, où il te faudra de la réactivité face à un événement de vie qui vient te secouer, eh bien il sera pas adapté. Il va réagir en retard, en différé, et donc il va mal réagir. Et bah derrière, bah tu risques de passer à côté de quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. La gestion des émotions, elle est fondamentale. Et le côté dans ce livre, moi, l'idée, c'est de proposer des trucs simples, en fait, mais qui marchent. Tu en parlais avant de Survivalist, de Captain Hawk, etc. Captain Hawk, moi, c'est un des personnages centraux de ce bouquin. Donc lui, c'est le pendant de Bear Grylls, Man vs Wild, là qu'on voit, l'ancien des forces spéciales britanniques, mais aux États-Unis. Donc il a la même émission sur Discovery et il est suivi par des dizaines de millions de téléspectateurs. C'est une méga star du survivalisme, ancien béret vert, tout ça. Et Captain Hawk, le type, il a tellement de trucs, donc chanceux, supra chanceux, serial chanceux dans sa vie. Et lui, il a juste changé 2-3 trucs dans son quotidien. Et ça marche. Et d'ailleurs, moi, je m'applique ça. Et je vais te raconter une anecdote qu'il m'a racontée, et qui marche, et qui est l'apanage des serial chanceux. Et il me raconte ce truc-là, il dit, une nuit, on était en mission, donc là, il est encore dans les forces spéciales et tout, il survole le territoire ennemi à bord d'un jet privé qu'ils avaient confisqué à un baron de la drogue. Donc tu vois, déjà, ça commence bien. Et là, il y a des généraux, il y a des mecs, bon bref. Et sauf qu'à un moment, il y a une panne d'un des 2 moteurs. Donc là, tu as le pilote qui est un pilote chevronné et tout, il sait plutôt faire et tout, donc il sait piloter avec un seul réacteur. Mais quelques secondes plus tard, 2e panne moteur. Et là, tu as une espèce de caisse de savon métallique en haut, il n'y a plus rien. Donc là, ils vont se cracher. Et là ils ont un peu les chocottes. Hein. Tu as beau être surentraîné, et là tu dis, 2 pannes moteur, on va mourir, quoi. Donc premier temps, il y a un peu de panique, sauf qu'à un moment, Captain Hawk, il se met à rire, en fait. Mais vraiment avoir un espèce de rire nerveux, tu sais, un peu comme quand je sais pas si c'est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, mais même à un enterrement, dans un moment très dramatique et tout, c'est les nerfs qui lâchent. Ouais.
C'est très freudien, mais c'est pour libérer de la tension psychique. Tu rigoles et ça libère un peu tout ça. Donc Et sauf qu'en faisant ça, et en plus il rit de lui-même parce qu'il se met à se moquer d'eux-mêmes. Il dit mais les gars, mais vous imaginez là les titres, les gros titres dans les journaux le jour d'après, des membres des forces spéciales américaines sont morts dans un crash d'un jet privé d'un baron de la drogue dans un nuage de cocaïne. Mais la honte absolue. On n'a pas fait 20 ou 30 ans de bons et loyaux services pour finir comme ça. C'est une fin qui est toute pourrie, quoi. C'est pas une happy end. Et donc il commence à se moquer. Tout le monde commence à rire. Le pilote qui était super nerveux se met à se marrer. Et d'un coup il a un eureka. Et là il se dit attends, je vais faire demi-tour. Donc il fait un demi-tour. Je vais surfer sur tel et tel vent ascendant et descendant. Et là, il a d'un coup un souvenir. Il dit, attends, mais quelques kilomètres auparavant, il y avait un terrain plutôt plat où on pourrait atterrir sans se faire canarder par les tirs ennemis. Et donc ils finissent par atterrir, ils finissent sains et saufs. Quand ça va pas bien, quand tu as un coup de malchance qui te tombe sur le coin de la tête, ben, la meilleure manière de régler le problème, qui peut être un problème très sérieux, c'est justement en ne le prenant pas au sérieux, en le traitant de manière ludique, en se marrant, en devenant un gélotophile. Alors ça n'a rien à voir avec les fans de glace italienne. Gélotophile, capacité à se moquer de soi-même, capacité à l'autodérision. Et bien Capteno, quand il fait ça, non seulement il libère de la tension psychique, mais en plus il y a une zone du cerveau, qu'on appelle l'ACC, qui va s'activer, qui est directement impliquée dans la gestion de ton attention et dans la production, écoute-moi bien Olivier, dans la production d'idées créatives et adaptatives. Donc quand tu fais ça, tu vas t'autoriser ou tu vas produire des idées qui vont te permettre de t'adapter à une situation inconfortable. Et en plus, c'est une pompe à endorphine, tu ressens même plus la douleur. Donc quand tu as besoin, tu vois, il y a des situations, quelquefois c'est un peu touchy et tout, c'est un peu dans... Et bien là, ça booste ton estime de soi, ça booste ta confiance en soi, et même là, tu te sens presque Superman et t'y vas. Donc ça, c'est aussi l'apanage des serial chanceux. Tous les supra-chanceux que j'ai rencontrés sont des personnes, non seulement avec un haut niveau d'intelligence émotionnelle, non seulement qui ont investi dans l'autre, comme ce qu'on disait précédemment, mais sont des personnes qui sont capables d'autodérision. Dans un monde qui est beaucoup trop sérieux, où l'enjeu a tué le jeu. Eh bien, moi, je crois qu'il faut garder un peu aussi cette espèce d'âme d'enfant récréative, parce que ça te permet de mieux t'adapter. Dans le bouquin, il y a aussi une forme d'équation, équation de la chance, V comme vibration émotionnelle, moins information mentale, multiplié par l'énergie en conscience, ce qui donne l'équation chance. Alors ça c'est aussi une des... C'est inédit en fait, parce que c'est la première fois, donc j'ai fait appel à un physicien quantique qui est au CNRS, qui publie des super papiers sur notamment, il a fait une théorie de l'espace-temps, etc. Il a eu des médailles et tout, enfin c'est un type qui est génial. Et pour la première fois au monde, il met en équation la chance. Et d'ailleurs, je ne vais pas tout dire, mais effectivement, il est sur le côté comment est-ce que tu peux vibrer sans être dans le mental, sans être dans la planification à outrance. Tu sais, on est dans un monde, je te parlais avant de l'ego, tiens, que vont penser les gens de moi, de mon apparence physique, etc. Donc lui, il t'explique comment ça, tu peux le mettre un peu de côté. Comment, à un moment, tu peux neutraliser ce truc-là et être juste dans la vibration, c'est-à-dire en résonance avec finalement ce que tu as au fond de toi, avec tes attentes, tes intentions, et comment est-ce que ça, tu le transformes en action. Et il donne l'exemple d'un film, L'Agence, qui illustre en fait sa théorie. Et c'est assez fou. Et il y a un truc qui est fondamental, c'est que là-dedans aussi, ce qui est très important de garder en tête, c'est que quand je parle de vibrer, d'être en résonance avec quitter tes intentions, tes besoins, etc., il ne faut surtout pas devenir ton propre avatar social. C'est-à-dire, on a une image comme ça sociale qu'on renvoie à la société, et il y a des gens qui tendent à devenir ça. Mais le problème de ce truc-là, qui n'est pas toi, qui est juste l'image parfaite de toi, c'est que cette image parfaite de toi, elle porte des rêves qui ne sont pas les tiens. Et ça, tu as plein de gens sur le net qui vendent des « Ah ouais, tiens, toucher ton premier $1 million, allez, va conduire cette bagnole de luxe, va ceci, cela ». Et en fait, à un moment, on croit que c'est ça nos rêves. Donc on va vers ça, sauf que déjà, c'est compliqué de les réaliser. Et qu'en plus, c'est pas toi. Et quand tu veux tendre vers ça, tu vibres mal en fait. C'est pas toi qui vis, c'est ton avatar.
ton avatar. Donc il vit beaucoup moins intensément. Et non seulement tu vas peut-être pas atteindre ces trucs-là, mais en plus, quand tu les atteins pas, boum, il va y avoir une baisse notoire de ton estime de soi et tu n'auras plus confiance en toi. Donc c'est important, l'équation de ce physicien quantique te montre qu'à un moment, c'est important aussi d'être vraiment connecté à ce que toi, tu as envie dans la vie, et pas ce que te dit le courant mainstream, ou ce que te disent ou la bien-pensance, ou ce qu'on te dit dans les magazines, il faut être comme ça, ou tiens, il faut avoir la bagnole secondaire, le truc je sais pas où, donc tel... Non, toi, c'est quoi ton rêve? Il n'a pas besoin d'être gigantesque. Moi, ma grand-mère et ma mère me disaient toujours, tu sais, la Lune, elle est bien là où elle est. Hein. Elle n'a pas envie d'être décrochée par tout le monde. Hein. Tu peux la viser, tu peux l'attendre, peut-être que pour certains, c'est l'objectif. Mais pourquoi tous avoir le tendre vers le même truc, tu vois, le même rêve, le même machin? Ça, c'est supra-dangereux. Et on est dans une société qui te vend beaucoup d'espèces de mirages comme ça, psychiques. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et moi, je lutte contre ça. Donc, c'est important à un moment d'être bien connecté à quitter. Et puis, voilà, tu as des préférences. Et puis, si ces préférences, elles ne plaisent pas à tout le monde, tant pis, en fait. Mais c'est ton truc, tant que c'est fait dans le respect de l'autre, etc.